Bon, allez, on y va. Alors, on a beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas faire un long résumé de ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais essentiellement, on a introduit l'espace-temps, l'espace-temps physique, donc une variété toujours avec sa topologie, sa structure différentielle, et puis donc une métrique et la connexion de Levi-Civita associée à cette métrique. Et la métrique est minkowskienne, lorentzienne, plus exactement, pardon, c'est-à-dire de signature 1,3. Donc on a ça, et on a vu la dernière fois comment décrire la dynamique dans l'espace-temps et comment décrire la dynamique de l'espace-temps, donc avec ce principe unificateur qui est le principe de moindre action. Donc si on écrit, si on est donc avec une densité de Lagrangien, vous vous rappelez que pour faire une intégration sur l'espace-temps, il faut ajouter ce racine de moins g, enfin, ou de valeur absolue de g. Ça, c'est le déterminant de la métrique. Alors, oui, c'est pas le même g. Ça, c'est ce qu'on appelle petit g. Donc, c'est le déterminant des GIJ écrit dans la base x. Si je mets des 4x ici. Enfin, voilà. Et ça fait un élément de volume covariant, si vous voulez. Et donc ça, c'est bien un scalaire. Et, si on est, et donc, enfin, ceci n'est rien d'autre, en fait, que la somme de la densité de Lagrangien sur la variété. Et donc, si on écrit delta S égale 0, on obtient la dynamique. En l'occurrence, le Lagrangien total ici, c'est le Lagrangien de la matière, de façon habituelle, et plus un Lagrangien qui décrit l'espace-temps. On a ainsi, enfin, la partie associée à cet espace-temps, c'est l'action de Hilbert-Einstein, et donc on a vu que c'était tout simplement R. Alors il y a un facteur 16 πg, enfin 1 sur 16 πg en l'occurrence. Le scalaire de Ricci, donc ce qui est la chose la plus simple, le scalaire le plus simple qu'on peut former à partir de la courbure. Si on veut ajouter une constante qui n'a rien à voir avec une courbure, qui est juste un nombre donc qui n'est pas construit sur la métrique, on peut ajouter une constante, après tout, pourquoi pas. Et effectivement, donc, la forme la plus générale qu'on peut avoir tant qu'on reste... oui, quand on fait la variation de ça sur delta G mu nu, on obtient donc si on varie par rapport à la métrique inverse ici, on obtient un tenseur, la forme la plus générale donc, de ce tenseur qu'on peut former à partir de la métrique de ses dérivées premières et de ses dérivées secondes, qui vérifie, c'était le théorème de Cartan, vous vous souvenez, qui, si on est dans un espace sans gravitation, on n'a pas de matière, etc. C'est donc le tenseur d'Einstein, enfin, vous vous rappelez, donc R mu nu, tenseur de Ricci, moins 1,5 de R, scalaire de Ricci, G mu nu. Et puis, on peut avoir, donc, à ce moment-là, si on met ça là, plus lambda G mu nu, ou lambda, peut-être une constante quelconque. Et donc, et de même, donc, alors, il faut varier l'ensemble du Lagrangien. Si on varie la partie espace-temps, ça nous donne ce tenseur-là. Si on varie ça, ça nous donne justement T mu nu, et d'où l'équation d'Einstein, finalement, G mu nu égale, et si on met si on ajuste les coefficients, donc ça simplement, ça nous donne la force de l'intensité du couplage entre la matière et l'espace-temps, on obtient, alors même si on met les facteurs C, ça fait comme ça, T mu nu. Donc voilà les équations d'Einstein.
Et j'avais terminé le cours la dernière fois en soulignant que ces équations sont très jolies, très belles. Alors je dis les équations, hein, parce qu'il y en a, en fait ici il y en a 16, 4 fois 4, il y en a une pour chaque valeur de mu et de nu. Évidemment, comme T mu nu et G mu nu sont symétriques, il n'y en a que 10 indépendantes. Néanmoins, ça c'est 10 équations. Et ces 10 équations sont en réalité, bien que ça a l'air très, très simple ici, sont en réalité assez monstrueuses parce que vous avez la métrique, la dérivée de la métrique, les dérivées secondes de la métrique, tout ça, en plus, avec des couplages, donc les 10 sont couplés, avec des couplages non linéaires, et ici, vous pouvez mettre, évidemment, n'importe quelle distribution de matière. Donc ça, ces équations d'Einstein-là ont une richesse extrême, et le problème, c'est que c'est très, très difficile à résoudre. Et donc, j'avais dit qu'en fait, on ne peut le résoudre, mais vous le saviez bien sûr, on ne peut le résoudre en pratique, a fortiori analytiquement, que dans des cas très symétriques. Et donc, il va nous falloir définir ce que c'est qu'une symétrie, parce que ce n'est pas forcément si immédiat. Qu'est-ce que c'est qu'une symétrie de l'espace-temps? Donc, comme vous savez, on sait résoudre ces équations. Ça a été fait tout de suite, quelques semaines après l'apparition des équations d'Einstein par Schwarzschild, en l'occurrence dans un cas où on dit qu'il y a une symétrie sphérique, et où on est dans le vide, donc déjà on met 0 ici, mais même ça, même G mu nu égale 0, donc si vous dites que vous avez une symétrie sphérique, on obtient la métrique de Schwarzschild, très bien, qui a des conséquences observées, c'est-à-dire c'est vraiment une validation de toutes les idées qui sont sous-jacentes là, c'est-à-dire que la gravitation n'est pas une force, c'est une manifestation de la géométrie de l'espace-temps, etc. Donc ça c'est un cas. L'autre cas, comme je le disais juste avant, c'est le cas d'un univers homogène, isotrope, donc ça, ce qui nous donne la cosmologie standard. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'espace-temps a une symétrie sphérique? C'est pas si simple. Pour le définir de manière, comment dire, rigoureuse, formelle, dans une variété quelconque. Et donc, ça va être le chapitre 8. Chapitre 8. Alors, il y a beaucoup de mots dans ce chapitre. Donc, symétrie. Flot, dérivée de Lie, champ de Killing, que des belles choses. On va s'arrêter là. Alors pas forcément dans cet ordre-là, d'ailleurs j'aurais peut-être dû mettre champ de Killing avant la dérivée de Lie. Ok, alors, pour commencer, on va introduire une notion. Donc, premièrement, deux notions, le pullback et le push forward. Alors, il y a des mots en français, ça, on doit dire pousser en avant et tirer en arrière, mais c'est un peu artificiel. Tout le monde, me semble-t-il, utilise la version anglaise. Donc, push back. Non, pardon, pull back et push forward. Encore une fois, en français, on dirait tirer en arrière et pousser en avant. Bon. L'idée est très simple, c'est si vous avez deux variétés, une variété M et une variété N, pardon. Celle-ci, on va dire, de dimension M et celle-ci de dimension N. Alors, deux variétés différentielles, chacune avec son atlas, enfin, sa structure différentielle. Pas forcément de métrique ni rien. Ce qu'on va définir là, c'est défini à l'échelle des variétés nues, en quelque sorte, différentielles. Mais... Et donc, si vous avez, en fait, une fonction C infini entre les deux variétés, eh bien, vous pouvez transporter
de l'une à l'autre des vecteurs, des fonctions, des formes différentielles, des tenseurs de manière générale, d'une façon qui est tout à fait naturelle, qui utilise donc cette application, enfin lisse, c'est infini. Alors, vous vous rappelez, hein, la définition, enfin, dire que phi est C infini, c'est dire que représenter dans une carte, c'est-à-dire si j'ai une carte ici, UX, qui va donc dans RM, et ici une carte, donc j'ai un point P ici qui est emmené sur phi de P par cette fonction, et donc là je peux avoir une carte VY dans Rn. Dire que phi est C infini, ce n'est rien d'autre que dire que x-1, enfin, ça, c'est infini. Hein. Donc, c'est-à-dire y rond phi rond x-1 et c'est infini. Voilà ce que c'est qu'une fonction lisse de m dans n. Étant entendu que du fait de la structure différentielle des deux variétés, si c'est vrai dans deux cartes données, c'est vrai dans toutes les cartes possibles, puisque toutes les fonctions de transition de cartes c'est infini. Donc, bon, ça, c'est ce qu'on connaît ça depuis maintenant des mois, en tout cas des semaines. Et donc, voilà, quand on a ça, eh bien, on s'aperçoit très simplement que si jamais on a une fonction f définie sur n, eh bien, on a de facto une fonction définie sur m qui est simplement f rond phi. Donc c'est complètement évident, donc on va commencer par là. J'ai mis des petits A, des petits B, ouais j'ai fait ça bien aujourd'hui. Alors, pullback d'une fonction. Donc si j'ai une fonction soit f, une fonction c infini sur n, d'accord, donc de n dans R c'est infini, eh bien, d'ailleurs, ça pourrait être dans Rn, mais, enfin, ou dans RP. Si j'ai une fonction de C infini de n, eh bien, j'obtiens son pullback par phi, c'est-à-dire que je ramène cette fonction du côté de m, et je note ça comme ça, phi étoile avec l'étoile en haut, de f, c'est quoi? Eh bien, c'est une fonction de m dans R qui, à tout p, dans m, associe tout simplement f rond phi. Donc, c'est complètement évident. Tous les points d'ici, enfin, la fonction f associe à chaque point d'ici un certain nombre. Donc, si j'ai un point ici, je peux associer comme nombre. Déjà, je vais là, puis ensuite, je vais associer le nombre que lui donnait la fonction. Donc, à chaque fonction définie sur n, oui, j'ai évidemment une fonction définie sur m, qui est juste le prolongement. Enfin, je me projette là-dedans, puis après, j'applique la fonction. C'est complètement évident, d'accord? S'il n'y avait que ça, il n'y aurait pas besoin de donner un nouveau nom à ça. Mais vous voyez qu'effectivement, ça pull back une fonction ici, là. Très bien. Et donc, évidemment, vous pouvez, enfin, à l'évidence, ce phi étoile f, alors on le note, en général, on ne met pas les parenthèses, d'accord, on écrit juste phi étoile f, par simplicité. Donc, encore une fois, phi étoile f de p, ce n'est rien d'autre que donc f rond phi de p, bon, très bien. Et ce phi étoile f, donc, appartient à C infini de m, hein, puisque f est C infini, phi est C infini par hypothèse, et donc f rond phi est C infini, il n'y a aucune difficulté à ça. Donc voilà, on a ramené la fonction f du côté de n. Bon. Alors tout ça est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
push forward un vecteur. Donc là, on a fait au niveau le plus simple. Maintenant, ce qu'on va faire... Oui. Ouais. Ça s'appelle comment? Phi. Phi, c'est simplement une fonction C infini de m dans n. Il n'y a pas d'autres conditions Non, non, non. Voilà, non. Elle n'est pas forcément bijective. Après, on verra le cas où elle est bijective. Vous voyez bien que si elle est bijective, c'est-à-dire s'il existe un phi inverse, alors vous pouvez aussi amener des fonctions définies sur m dans n, simplement en faisant la fonction rond phi inverse. D'accord, hein. Mais si vous avez juste une fonction comme ça, vous pouvez ramener en arrière, tirer en arrière, pull back, des fonctions. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que si vous avez donc toujours cette fonction phi, si vous avez un vecteur ici, dans le plan tangent TPM, au point P à la variété M, eh bien, vous pouvez emmener ce vecteur de l'autre côté. Vous pouvez push forward le vecteur, un vecteur défini sur M. Vous pouvez l'emmener dans N, dans le plan tangent T phi P N. Alors, donc petit b, push forward d'un vecteur. Donc, alors, cette fois, on va le noter avec phi, avec l'étoile en bas. Phi étoile en bas. Et ça va être une application de TPM, enfin, pour tout P, en fait, de TM dans Tn. Vous vous rappelez, ça, c'est juste le fibré tangent, donc la collection de tous les espaces tangents en chaque point. Donc, en particulier, donc, si vous avez x, un vecteur donc, qui appartient, c'est un vecteur tangent en un certain point, le point P, vous allez pouvoir en faire un vecteur, donc on va noter phi étoile avec l'étoile en bas, x, qui va être un élément de T phi de P n, c'est-à-dire c'est un vecteur tangent au point image. D'accord ? Donc j'ai un vecteur tangent au point antécédent ici, et je l'emmène en un vecteur, j'en fais un vecteur tangent au point image. Comment je choisis ce vecteur ? Je choisis de façon totalement naturelle à partir de phi. Si j'ai phi, je peux effectivement fabriquer ce vecteur-là, que je vais définir comme étant simplement, donc je vais définir, un vecteur c'est quoi? Donc ça c'est un vecteur, hein, on est d'accord. Tout ça c'est le vecteur. Je devrais l'écrire comme ça, mais en général on ne met pas les parenthèses. Mais c'est bien l'image de x par phi étoile. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? C'est un truc qui prend une fonction et qui donne, c'est un opérateur linéaire différentiel qui prend une fonction qui donne un nombre. D'accord? C'est ça ce vecteur. Donc, comment je vais définir ça? Donc, phi de x, ça doit prendre une fonction, donc soit, je vais même dire, quel que soit f, une fonction de c infini de n, d'accord? Donc c'est un vecteur tangent à la variété n. Donc je prends une fonction c infini sur n, et il faut que je dise comment ce vecteur agit sur cette fonction. Si je dis comment le vecteur agit sur n'importe quelle fonction, j'ai défini le vecteur. Alors comment je fais ça? Eh bien tout simplement, j'ai un vecteur ici, x, qui est mon vecteur de départ, qui est un vecteur dans TPM, du côté de M. Lui, en tant que vecteur, il agit sur les fonctions définies sur M. Et là, maintenant, je veux un truc qui agit sur les fonctions définies sur N. Ben, c'est très simple, j'ai qu'à ramener la fonction f du côté de M, et je fais agir donc phi étoile de x
je le fais agir sur les fonctions de f exactement comme x agirait sur la fonction tirée en arrière, pullback de f. D'accord ? Donc ça, c'est une fonction c infini de m. F, c'était une fonction dans c infini de n. Je la ramène du côté m, et à ce moment-là, je sais comment agit mon vecteur, qui est un vecteur côté m, et donc je définis le vecteur côté n exactement comme ça. Okay. Autrement dit, c'est x de, eh bien, de f rond phi. Hein. D'accord ? Donc ça, c'est très bien défini, et vous voyez que ça associe de façon extrêmement naturelle, en utilisant simplement phi, ça associe un vecteur un vecteur tangent à n à n'importe quel vecteur tangent à n. Okay. Donc on peut pull back des fonctions et on peut push forward des vecteurs. OK. Alors on peut se demander comment ça se lit ça dans une carte. Quelles sont, si vous voulez, quelles sont les coordonnées dans une carte Y ici du vecteur qu'on a poussé ici, connaissant les coordonnées du vecteur dans une carte, enfin dans une base associée à une carte de la variété M. Alors allons-y. Ça fait un petit exercice tout simple. Je vais laisser le schéma quand même. OK. Donc je prends donc dans une carte, enfin dans deux cartes en fait. Quand je dis dans une carte, c'est-à-dire je regarde les composantes dans la base associée aux cartes. On a l'habitude maintenant, donc je prends une carte UX et VY. À ce moment-là, donc j'ai un vecteur X de TPM. Donc je peux l'écrire X égale XI D sur DXI. Au point P en l'occurrence, d'accord ? Et puis, je veux savoir quel est le vecteur poussé en avant, push forward, donc phi étoile x, ça appartient à t phi de p n, d'accord ? C'est évidemment un vecteur tangent au point. On pourrait dire que le point lui-même est poussé en avant. La fonction phi pousse les points en avant. On peut tirer en arrière les fonctions et maintenant on pousse les vecteurs. Donc voilà. Et ce vecteur-là, qui est un vecteur là-dedans, peut s'écrire. Donc j'ai phi étoile de x qui vaut que je développe. Donc si vous voulez, ça fait phi étoile x i, je vais mettre j, je le développe sur la base associée à la carte dans l'espace d'arrivée en phi de p. D'accord ? Et la question, c'est quelles sont les coordonnées de phi étoile x dans la base y, enfin dans la base associée à la carte y, en fonction des coordonnées de x dans la base associée à la carte x. Il suffit de l'écrire. Comment on trouve les coordonnées, la jm coordonnée d'un vecteur ? On applique le jm covecteur de la base duale. D'accord ? Donc phi étoile x jm composante, ce n'est rien d'autre que dyj, le jm vecteur, enfin le jm covecteur de la base duale des d sur dyj, je suis côté n, donc je suis côté y, appliqué au vecteur en question. Voilà ce que c'est. Par définition,
Donc ça, c'est le gradient de la fonction coordonnée YJ. Par définition, le gradient d'une fonction appliquée à un vecteur, ça nous fait réviser, c'est le vecteur appliqué à la fonction. D'accord, hein? Je vous rappelle, df appliqué à x, c'est x appliqué à f. C'est comme ça qu'on a défini le gradient il y a des mois, des semaines. Donc ça, ce n'est rien d'autre que phi étoile x appliqué à la fonction yj en tant que fonction coordonnée, la jm composante la fonction qui donne la jm composante du point P courant dans la carte y en question. Or ça, par définition, phi étoile de x, donc le vecteur phi étoile x appliqué à une fonction, c'est le vecteur appliqué à la fonction ramenée du côté m. Donc ça, encore une fois par la simple définition, c'est x appliqué donc à phi étoile de yi maintenant, donc yi rond phi. Voilà ce que c'est. Et ça, ça, x, c'est xi d sur dxi. Donc ça fait xi. Je vais l'écrire dans l'autre sens, ça va être... pardon, j'ai mis un i, c'est un j ici, d'accord? C'est ce j-là. Et donc ça fait d sur dxi de y rond phi de la jm composante, je peux la mettre là ou là, peu importe, fois xi. Voilà, bon, tout simplement. Et ça, je peux, si je veux, le noter, donc phi étoile j, i, par exemple. Hein. Et donc vous voyez que ces coefficients-là, qui sont donc les dérivés de yi rond phi, enfin de yj rond phi par rapport à des xi, donc c'est explicitement la traduction de phi dans les deux cartes, hein. Donc c'est la dérivée de ça par rapport à ça, d'accord? C'est la dérivée de cette fonction-là, yi rond phi, celle qui va directement de là à là. Ça se comporte en quelque sorte comme une matrice de passage des composantes de x du vecteur sur m en les composantes du vecteur poussé en avant phi étoile x. Donc je leur écris ici clairement. Donc j'ai phi étoile x j qui vaut donc ce truc-là que je note comme ça. C'est pas une notation forcément standard celle-là, mais fois xi. Voilà, c'est ça qu'on a obtenu. En deux lignes. Hein. On écrit juste la définition et on voit donc quelles sont les composantes du vecteur poussé en avant dans la base y, dans la base associée à la carte y, en fonction des composantes du vecteur qu'on a poussé dans la base associée à la carte x. OK ? Donc vous avez une espèce de matrice de passage ici, mais attention, alors il faut vraiment mettre des énormes guillemets dans la matrice de passage, et ça fonctionne voilà, toujours avec la sommation standard des indices. J'attire votre attention sur le fait que phi étoile ji ici, c'est pas forcément une matrice carrée ce truc-là. C'est-à-dire que la dimension de n n'est pas forcément la dimension de m. Donc ce truc-là, c'est une collection de nombres de n fois m nombres. Mais voilà comment on obtient les composantes du vecteur poussé en avant à partir des composantes du vecteur originel. OK? C'est clair? Donc phi pousse les points, ramène les fonctions, pousse les vecteurs. Qu'est-ce qu'on fait au covecteur maintenant? Le covecteur, on va le ramener. Si on a un covecteur défini ici, on va pouvoir le ramener ici. Alors voyons, petit c. J'efface où? J'efface là.
Donc, pullback, petit c, pullback d'un covecteur. Donc cette fois, j'ai un certain oméga qui appartient à t étoile n en un certain point. Donc par exemple, au point phi de p. D'accord ? Et je vais faire un nouveau... je vais vous faire un covecteur du côté de M. Donc je le ramène. Phi étoile de oméga. Ça va être un covecteur au point P de M. Alors faites attention, on note de la même façon ce phi étoile. Quand on l'appliquait à des fonctions, on notait aussi phi étoile avec l'étoile en haut. Quand on l'applique ici à une forme linéaire, on note encore phi étoile. C'est le contexte qui nous dit de quoi on parle. Essentiellement, ce phi étoile, il veut juste dire je ramène de la variété de destination à la variété de départ n'importe quoi. Si c'est une fonction, je ramène la fonction. Si c'est un covecteur, je ramène le covecteur. Et juste après, on va ramener une métrique entière. Ce sera phi étoile de la métrique. Mais on note toujours phi étoile. S'il fallait changer de lettre pour chaque rang de tenseur, ça deviendrait compliqué. Donc il faut juste faire attention au contexte, mais enfin, il n'y a pas de difficulté. Donc on est d'accord, ce phi étoile maintenant, c'est une fonction de t étoile n dans t étoile m. Comment on va définir cette forme linéaire ? Une forme linéaire, ou un covecteur si vous voulez, ça agit sur des vecteurs pour faire des nombres. Donc je sais que je me donne oméga, donc je sais comment oméga agit sur les vecteurs de tangent, enfin sur les vecteurs de la variété n, et je veux définir la forme linéaire que j'ai ramenée en disant comment elle agit sur les vecteurs d'elle-même, de la variété en question, de la variété m, donc ici. Donc j'ai oméga, j'obtiens phi étoile oméga, je dois dire comment ça agit. Donc ça prend un vecteur, en un point, j'appelle P ce point, comme depuis le début. Donc un vecteur tangent à M, et ça en fait un nombre. D'accord ? Alors lequel ? Eh bien c'est très simple. Donc je prends un vecteur X côté M, et je lui associe, donc phi étoile oméga de X égale, je le définis comme ça. Comment je vais définir l'action de cette forme linéaire que j'ai ramenée sur X ? Je dois me servir de phi et je ne dois me servir de oméga. Je ramène oméga, donc je ne ramène pas n'importe quelle forme. À chaque forme, je fais une forme dans l'espace de départ qui doit agir sur les vecteurs de la forme de l'espace de départ. C'est très simple. Je vais dire que ça agit comme oméga. Oméga agit sur les vecteurs là-bas. Oui, mais je sais pousser les vecteurs là-bas. Donc je pousse le vecteur x côté n. Et je dis donc que la forme ramenée ici agit sur les vecteurs d'ici comme la forme ici agit sur les vecteurs que j'ai amenés. C'est le même principe que précédemment. Pour les vecteurs agissent sur les fonctions. Donc si je veux pousser un vecteur, il faut que je ramène la fonction pour voir comment le vecteur de départ agissait. Et là, je fais exactement l'inverse. Ok, donc ça c'est la définition, si vous voulez, du tiré en arrière d'un covecteur, d'une forme linéaire.
Et maintenant, on peut regarder, si on le souhaite, les composantes de la forme linéaire qu'on a ramenée en fonction des composantes de la forme linéaire de départ dans les cartes X et Y choisies. Ça, c'est la définition formelle, peu importe les composantes, mais évidemment, on peut regarder ça dans une carte, et donc ça donnerait quoi? Donc phi étoile oméga, c'est un covecteur de l'espace de départ, donc je peux le développer sur la base naturelle associée à la carte X de T étoile M. Donc, cette fois, il y a un indice en bas, d'accord? C'est un covecteur que je développe sur la base des covecteurs donc de T étoile M associés à la carte X. Donc voilà, et je me pose la question, que vaut ça? Sachant que je suis parti de oméga égale, c'était un certain oméga J DYJ. Ça, c'est oméga du côté N. Je le développe sur les vecteurs de base associés à la carte Y du côté N. Donc, je connais les oméga J, je me donne une forme linéaire côté N, et je veux savoir quelle est la forme linéaire qui se trouve ramenée côté M. Donc, quelles sont les composantes dans la base X de la forme linéaire tirée en arrière, pullback. C'est très simple. Comment on trouve la IM composante d'une forme linéaire? En prenant cette forme linéaire sur le IM vecteur de la base. Exactement. On l'applique au IM vecteur de base. Donc, je vais me mettre là. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, phi étoile oméga I. Par définition, c'est phi étoile oméga appliqué à D sur DXI, au point P de départ. Et par définition de la forme tirée en arrière, c'est la forme linéaire appliquée au vecteur poussé en avant. Donc ça, c'est oméga de phi avec l'étoile en bas de D sur DXI et phi avec l'étoile en bas de D sur DXI, on l'a ici. Ça, c'est le poussé en avant d'un x quelconque. Ici, ce n'est pas n'importe quel x, c'est simplement D sur DXI. Donc, c'est-à-dire que ces composantes-là, les xi ici, alors, il y a juste la composante i qui vaut 1, toutes les autres valent 0. Donc, si vous voulez ça, c'est égal à oméga de, alors, phi étoile de D sur DXI. Donc, on a dit que c'était phi, ces coefficients-là. J'ai peur qu'on se perde. Je vais mettre un tilde sur les coefficients là, qu'on ne confonde pas les. Je mets un tilde juste pour éviter de confondre avec. C'est pas le poussé en avant de quelque chose, c'est les composantes du poussé en avant. Bref, je mets le tilde, ça mange pas de pain, si je puis dire. Donc phi étoile. Alors c'est phi étoile aidez-moi, je vois plus clair. Donc je vais changer les donc ce sera la JM composante
et j'ai un delta, enfin j'ai xk ici qui vaut delta ki, hein, c'est ça l'idée. Enfin, delta ik, je sais pas, comme vous voulez. Et donc, j'ai simplement la JM compose... J'ai J... Attendez. Ça... Ah oui, c'est ça fois D sur DXJ. OK. Donc, JI D sur DXJ. Voilà, c'est ça. D'accord, hein? Avec I, la seule qui n'est pas... Enfin, la composante XI vaut 1, et donc ça me donne ça. OK. Et donc, eh ben, simplement, oméga est linéaire. Donc ça fait phi tilde étoile JI de oméga de D sur DXJ, c'est-à-dire oméga J. Oméga... Non. Ah, pardon, Y ici, excusez-moi. Y. Je le refais. Je le refais. J'efface mon dessin, on l'a bien en tête. Quand j'écris ça, là, ce que je dis, c'est que phi étoile x j, pardon, que phi étoile x, c'est phi étoile tilde j k xk d sur dyj. OK? Là, j'ai juste écrit sa jm composante, donc le vecteur complet, c'est la jm composante fois le jm vecteur. D'accord? OK. OK, donc vraiment, je remplace ça par ce que ça vaut avec simplement d sur dxi, c'est-à-dire que xk, c'est delta ik comme j'avais écrit. Donc il ne reste que le terme en i ici. Donc c'est ce que j'ai mis là. C'est clair pour tout le monde? OK, donc ça fait ça. Non, fois, donc oui, fois oméga de d sur dyj. Allez, je refais une ligne en plus. Qui est précisément oméga j. Bon, c'est un petit exercice très simple. Et vous voyez qu'à nouveau, ben, on a ce phi tilde étoile ji qui sert de matrice de passage, en fait, des composantes de oméga vers phi étoile d'oméga. Et donc, c'est la même matrice de passage, matrice entre guillemets, hein, vraiment avec beaucoup de guillemets. C'est la même matrice de passage qui fait passer des composantes d'un vecteur dans M aux composantes du vecteur poussé en avant dans N. C'est la même que celle qui fait passer des composantes d'un covecteur dans N aux composantes du covecteur tiré en arrière dans M. Okay. Donc vous... Excusez-moi. Ouais. À égalité des dimensions en m égale n, est-ce qu'on peut faire ces matrices de passage? Si vous voulez. Okay. Mais en fait... Non, mais en fait... Même si ce n'est pas la même dimension, vous pouvez toujours le dire, ça fait passer des composantes de l'un dans les composantes de l'autre. Donc, certes, simplement, oui, et puis c'est linéaire, après tout, pourquoi pas. Ouais. Non, c'est juste que c'est pas la... Ah, encore que, si c'est la matrice d'une application linéaire. Si, en fait, c'est peut-être pas la peine de mettre autant de guillemets que ça. On peut l'appeler comme ça, oui, après tout. Ouais. Les matrices de passage, à la base, c'est quand on est sur une même variété et qu'on essaie de passer d'une carte à une autre, non? Oui, c'est surtout que normalement une matrice de passage, enfin,
quand on l'utilise en général, ça vous fait passer des composantes du même vecteur d'une base à une autre. D'accord ? C'est le même vecteur et vous, voilà. Tandis que là, c'est un autre vecteur. D'accord ? Il n'est même pas défini sur le même espace. D'accord ? Donc c'est en ce sens-là où je voulais mettre des guillemets. Mais après tout, vous avez un vecteur, ça fait un autre vecteur de façon linéaire et ça s'exprime avec une matrice. Donc why not, après tout. Oui ? Juste pour les expressions algébriques, on se met dans le point de vue de n et on tire des choses où on est plus. Enfin, nous on est n et on interagit avec n, mais c'est l'inverse. Non, enfin, donc vous avez m, vous avez n et vous avez une fonction qui va de l'un dans l'autre. Quand vous emmenez un truc de là à là, vous dites que vous le ramenez. Quand vous allez de là à là, vous dites que vous le poussez. C'est par rapport à phi, en fait. Ouais. Donc c'est dans le sens de phi. Soit vous allez dans le sens de phi, vous push forward, soit vous allez dans le sens, vous ramenez, vous remontez le courant, et là vous pull back. Ouais. Et appliqué à ce cours, on a juste n. Pardon ? On a juste un n dans ce cours-là. Alors, effectivement, nous, ce qu'on va voir maintenant, on va l'appliquer, cette idée-là, au cas où, c'est-à-dire que ce m, ça pourrait être m. Donc, si vous avez un phi de m dans m, vous pouvez aussi, au sein d'une variété, si vous avez une fonction qui transforme au sein de la variété les points de la variété en d'autres points, mais de la même variété, eh bien, vous pouvez pousser les vecteurs, tirer les covecteurs au sein de la même variété. Et c'est comme ça, vous le voyez venir, qu'on va définir les symétries. Si vous êtes dans une variété, que vous faites un truc, vous faites une application, et si en poussant, alors on va l'appliquer à la métrique, on va définir une isométrie comme ça, si vous ramenez, vous faites une transformation, si vous ramenez la métrique et que c'est encore la même, vous pouvez dire que la manière dont vous avez transformé la variété, en fait, elle manifeste une certaine symétrie. Donc maintenant, il va nous falloir définir le flot d'un champ de vecteurs, ça va être le point clé. Mais donc avant, je vais appliquer ça maintenant directement au cas de la métrique, puisque c'est ça qu'on va faire, on va chercher des isométries, des transformations qui ne changent pas la métrique en fait. Donc on va dire que ce n'est pas les symétries de la variété, ce sont les symétries de la métrique qu'il y a sur la variété. Ouais. Je me souviens plus de ce que vous aviez dit au début à propos de phi. Est-ce que vous aviez dit que phi était un difféomorphisme ? Non, elle n'est pas forcément inversible. Mais quand on va l'appliquer sur M, elle va l'être. Mais on peut la dériver. Elle est C infini. Elle est C infini. Elle est C infini. Ah oui, oui, oui. Oui, sinon d'ailleurs, je ne pourrais pas écrire ces choses-là, ces coefficients de passage là. Donc il faut qu'elle soit C infini. Elle est C infini. Elle doit être. Oui, si c'est pas lisse, je ne peux pas emmener des vecteurs qui eux-mêmes sont ou des fonctions lisses. On ne peut pas en faire des vecteurs à l'arrivée. Et non. Ah, une chose que je n'ai pas dite et qui est importante également pour vous forger votre intuition de ces notions. Vous voyez que c'est très simple à définir, hein, c'est assez naturel. Vous avez une fonction lisse justement entre deux variétés qui vous permet de faire passer d'un côté à l'autre des différentes grandeurs. Très important, enfin intuitivement évident, et je vous laisse faire en exercice, c'est vraiment une ligne, il suffit d'écrire la définition. Si vous avez dans M une courbe gamma qui a une certaine vitesse, comme ça vous vous rappelez qu'on a défini les vecteurs pour commencer, V gamma au point P, en gamma de lambda, au point P de paramètre lambda, d'accord ? Donc vous avez phi, et vous arrivez sur la variété n. La fonction phi vous transforme une courbe ici en une courbe là. D'accord ? À chaque point, vous appliquez phi, donc ce point-là, il va là, ce point-là, il va là, etc. Et donc, vous avez ici, une courbe poussée en avant, si vous voulez. Vous push forward
la courbe, donc en particulier le point P se retrouve au point phi de P, bon très bien, mais vous faites ça pour toute la courbe. Vous avez donc ici une courbe que je pourrais appeler phi, donc si je la push forward, je mets l'étoile en bas, bon, c'est une convention, hein, phi étoile de gamma, qui n'est rien d'autre que, donc phi étoile gamma, c'est une nouvelle courbe, donc de R dans N cette fois, qui à lambda donne quel point de N? Bah, simplement phi rond gamma de lambda. D'accord? Eh bien, maintenant vous pouvez dire, ok, c'est quoi la vitesse de cette courbe au point phi de P? V de cette nouvelle courbe, là, V de phi étoile gamma, si vous voulez, en phi de P, enfin en phi de... en phi rond gamma de lambda, quoi, tout simplement. Hein. Bien, la réponse, vous l'avez deviné, c'est évidemment le push forward du vecteur vitesse d'ici. D'accord? Pour une raison évidente, allez, je le fais peut-être tellement parce que c'est déjà écrit. C'est quoi la définition de la vitesse ici? Celle-ci, là, par définition, ben, c'est un truc qui, appliqué à une fonction g, parce que vous vous rappelez, un vecteur, ça s'applique à une fonction, et ça donne quoi? La dérivée directionnelle de la fonction. Donc ça donne, eh bien, g rond, la fonction, enfin, pardon, la courbe, g rond la courbe, prime. Bon, bah ça, c'est g rond phi rond gamma prime. D'accord? Et g rond phi, c'est la fonction g rond phi, c'est g rond phi, c'est la fonction tirée en arrière. Donc c'est phi tiré en arrière, c'est en haut, de g rond gamma prime. Et donc, c'est la vitesse. Oui, c'est donc la vitesse. Enfin, la vitesse v gamma, c'est elle-même, c'est la fonction qui a une fonction définie ici, donne sa dérivée directionnelle exactement comme ça. Bon, je vous laisse connecter les points s'il faut, mais enfin, d'abord, intuitivement, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Mais la propriété est vraie. Si vous avez une courbe ici, son vecteur tangent est poussé au vecteur tangent de la courbe poussée. Vous poussez la courbe, vous poussez le vecteur tangent avec. OK? Bon. Ceci étant dit, quelle heure est-il? Aïe, 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 comme d'habitude. OK. Alors, maintenant, on va pull back des métriques. Je fais ça. Petit d. Pull back. D'une métrique. Bah, exactement pareil. Vous avez une métrique définie sur n, sur l'espace d'arrivée, et vous voulez
vous pouvez en faire une métrique sur l'espace de départ M. Et donc, phi étoile G métrique sur M. Comment vous faites ça? Ben, une métrique, c'est un truc qui prend deux vecteurs et qui fait un nombre. OK? Donc, il faut dire comment... Alors, soit X et Y. Alors, vous voulez la ramener... Vous voulez une métrique sur M, donc dans TPM, au même point, évidemment. Hein, la métrique est un truc local. Donc, soit X, Y, voilà. Vous définissez phi étoile... Enfin, même pas soit, en fait, quel que soit. Phi étoile G appliqué à X, Y, par définition, comment vous allez définir le produit scalaire, si vous voulez, enfin, la métrique appliquée à deux vecteurs de X. Vous avez juste une métrique, pardon, deux vecteurs de M. Vous avez juste une métrique du côté N. La métrique du côté N, elle agit sur des vecteurs du côté N. Mais vous avez des vecteurs du côté X. Ben, vous les poussez et puis c'est tout. Vous les amenez de l'autre côté. Donc par définition, ça, donc ça c'est une G dans M. Je vais noter petit m à petit n. Donc phi étoile G, enfin, c'est phi étoile G n. Je vais le faire comme ça. Phi, pardon, G m de xy. Par définition, c'est le pullback de Gn appliqué à xy, et par définition, c'est Gn appliqué au push forward de x et au push forward de y. OK? Aucune difficulté, à nouveau. On peut... En haut, c'est le push forward de GN. Oui, merci. Et c'est voilà, et c'est ça qu'on appelle Gm. OK. Voilà. Bon, ben voilà comment on définit cette métrique. Très bien. Quelles sont ses composantes dans une base? Ça va être intéressant de savoir les composantes. Ben, c'est très simple. Ça, par définition, ben, en fait, oui, enfin, ça c'est Gm mu nu x mu y nu. D'accord? Avec donc Gm mu nu qui n'est rien d'autre que Gm appliqué à d sur dx mu d sur dx nu, par définition. Et donc, si on applique, enfin, voilà, oui, donc ça, c'est Gn de phi étoile d sur dx mu, phi étoile d sur dx nu. Et ça, c'est quoi? Ben ça, c'est ce qu'on a défini comme étant le fameux là, phi tilde. Alors, c'était I mu d sur dy i. Et ça, c'est phi tilde j nu d sur dyj. Donc ceci n'est rien d'autre que phi
phi tilde, toujours notre matrice de passage. Maintenant, je m'autorise à l'appeler matrice de passage, sous vos bons conseils, c'est pas mal. Juste souvenez-vous que ce n'est pas les composantes de la même chose dans des bases différentes, c'est un autre vecteur, mais qu'à cela ne tienne. Donc phi étoile 1, phi étoile nu j, gn ij. Voilà. Donc à nouveau, ces phi tilde là se comportent comme, comme des matrices de passage. Pour chaque composante covariante, vous en avez une, quoi. C'est comme si c'était un DYI sur DXI. Hein, comme si on changeait de base pour le même vecteur, d'accord? Si on changeait de base pour le même vecteur, on aurait pour chaque indice covariant, on aurait dy sur dx pour passer de y à x. Enfin, donc on aurait dy, je sais pas, i sur des pour le premier, on aurait, enfin bon, on va le dire comme ça, dy sur des xj. En réalité, yi ne dépend pas de xj. D'abord, ils ne sont pas dans le même espace. Mais c'est phi qui les relie. Donc en fait, ce truc-là devient d yi rond phi, ou y rond phi i, sur des xj. C'est ça, le phi tilde i, j, étoile là. D'accord ? Donc ça joue le même rôle qu'effectivement qu'un changement de base d'un vecteur, sauf que vous changez de base, mais sur une autre. Enfin, vous changez d'espace. Ok ? Monsieur, Oui. dans le cas où vous avez dit qu'après on considérera le cas de M dans M, Ouais. est-ce que du coup à ce moment-là, est-ce qu'on pourra considérer ça comme le même objet, la même métrique, le même vecteur, et on pourra... Mais non, parce que ça ne sera quand même pas au même point. Ce serait pas au même point. Donc ce sera oui, parce que... Ce sera pas encore le... Non, ce ne sera pas au même point. Vous allez passer de TPM à T phi de PM. Mais on s'en rapproche. Mais non, on se rapproche de la dérivée de Lie très bientôt. Bon, c'est chouette ça, non ? Vous avez une métrique quelque part, si vous avez une fonction C infinie d'une variété dans une autre, si vous avez une métrique dans la variété d'arrivée, ça vous donne une métrique dans la variété de départ. C'est incroyable. Et ça, même si ce n'est pas lié à ce qu'on va faire juste après, je ne peux pas ne pas souligner l'absolue merveille que ça nous donne. Ça nous permet d'hériter une métrique d'une variété plongée dans un espace plus grand. Ça, c'est vraiment sublime. Regardez ça. Prenons S2. S2. La variété S2 avec une structure différentielle. Pas de métrique. On a déjà dit 1000 fois que S2, c'était ça, ou alors ça. Ça, c'est la sphère ronde. Ça, c'est l'ellipsoïde. Ça, c'est le patatoïde. Alors, il y en a beaucoup, des patatoïdes. Des sphères rondes aussi, hein. Il y a des sphères rondes de tous les rayons que vous voulez. Ça, c'est des plongements différents au sein de R3. D'accord ? Et donc vous avez un cas particulier de ce pullback d'une métrique, c'est quand votre fonction phi, si vous voulez, c'est infini, c'est une injection de M dans Rn.
Alors, je vais faire directement, alors voilà, de S2 dans R3. Vous avez une métrique naturelle sur R3. Alors, de R3, donc de S2 au A dans R3, θ standard, A standard, l'espace euclidien R3. Suivant comment vous plongez votre sphère R2, et tous ces plongements sont des plongements différents, ce sont des fonctions, il y a un phi ici, exactement au même titre que ce qu'on a fait avant, qui est une fonction alors différenciable, hein, donc vous faites pas vous la plongez pas avec des trucs, des pliures nettes, là, vous faites un plongement, c'est infini, d'accord? Et vous avez une métrique là-dedans, G euclidienne. Je vais mettre une majuscule à Monsieur Euclide quand même, il la mérite largement. Vous avez la métrique euclidienne là, ça vous ramène une métrique sur votre espace ici, je vais l'appeler M, qui est la métrique tirée en arrière de G Euclide dans R3. Oui. Donc ça veut dire que depuis le début, quand on fait des plongements, on utilisait cette fonction phi qu'on vient de définir. Oui, quand on fait un plongement, on a une fonction. Phi, c'est le plongement. Enfin, Oui, dans ce cas-là, c'est... Oui, absolument. Et ce que vous voyez là, c'est que vous pouvez du coup fabriquer une métrique sur l'espace, sur votre variété de départ. Eh bien, cette métrique tirée en arrière, c'est précisément la métrique qui fait que les géodésiques sont les chemins les plus courts. C'est-à-dire, une fois que c'est plongé dans R3, je prends un élastique et je le fixe en 2 points là. S'il est tendu, il va suivre le chemin le plus court. D'accord ? Ce chemin le plus court, c'est la géodésique d'une certaine métrique, précisément la métrique tirée en arrière. C'est-à-dire que, alors, je vous encourage à le faire, vous appliquez cette formule-là, j'avais prévu de le faire, mais le temps passe à une vitesse absolument effrayante, donc je ne vais pas le faire, mais c'est très simple. Vous mettez ici euclidien, là. Vous mettez ici delta IJ. D'accord ? Et vous mettez ici la matrice de passage, les coefficients de passage. Mais qu'est-ce qu'ils valent, ces coefficients? Ils valent ça. Donc vous mettez, par exemple, donc vous dites que vous plongez, alors vous faites une carte θ phi de votre variété, d'accord ? Et vous la plongez dans R3. Et donc vous dites X, c'est R sin θ cos phi, Y c'est R sin θ sin phi, et Z c'est R cos θ. D'accord ? Voilà votre plongement, enfin, oui, c'est quand on dit, c'est coordonnées sphériques, mais je fixe R, donc je me mets sur une sphère ronde de rayon R. Vous faites ce plongement, les coefficients ici, pour passer d'une métrique à l'autre, c'est dx sur dθ, dy sur dθ, dy sur dφ, il y en a 6, vous les écrivez tous, d'accord, dx sur dθ, dx sur dφ, et puis vous regardez les coefficients, les nouveaux coefficients de la nouvelle métrique, nouveaux coefficients de la métrique tirée en arrière sur votre variété. Et vous trouvez quoi? Je vous le donne en 1000, mais vous le savez ce que vous allez trouver. Sur la sphère ronde, vous allez trouver la métrique ronde, R2, 0, 0, R2 sin carré θ. Celle que je vous ai donnée déjà, comme étant la métrique de la sphère ronde. Ben voilà d'où elle vient. Alors,
Habituellement, quand vous faites ça, vous calculez la distance entre des points comme s'ils étaient dans un espace 3D. Oui, mais vous pouvez le faire intrinsèquement. Calculer la longueur d'une courbe sur une surface, il n'y a pas besoin de l'avoir plongée dans autre chose, c'est toujours le même truc. Si vous avez une métrique, eh bien ça vous donnera la même chose que si vous calculiez la distance, la longueur d'une courbe sur la variété vue plongée de l'extérieur avec la métrique du truc extérieur. Ça vous donnera la même chose si vous faites ça, donc avec la métrique extérieure sur la variété plongée dans le monde extérieur, dans un espace extérieur, pardon, que si vous utilisez la métrique tirée en arrière et que vous calculez intrinsèquement quelle est la longueur de la courbe dedans. C'est magnifique. Oui, allez-y. Il existe une formulation de la relativité générale où M n'est pas l'espace-temps complet, mais en fait, on va faire l'hypothèse que en fait, l'univers entier, c'est R5, et on va plonger M dans R5. Alors, la réponse est non, parce que ça n'a aucun intérêt et c'est pas... Mais par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que c'est pas forcément R5. C'est pas forcément R5, ça peut être... C'est au maximum R8. Au maximum. On peut plonger n'importe quoi dans une variété de dimension n peut être plongée dans un espace euclidien de dimension 2n. Max. Hein? Enfin, disons, on peut plonger dans encore plus grand, mais je veux dire qu'il se peut qu'on ait besoin d'aller jusqu'à 2n. C'est ça que je voulais dire. C'est pas garanti que vous pouvez plonger dans moins que R2n. Mais on pourrait formuler la chose telle que la métrique qu'on observe dans l'espace-temps, elle est héritée d'une métrique sur R8 ou sur R5, ou je ne sais plus quelle métrique euclidienne. Oui. On pourrait le formuler comme ça. Oui, ça rendrait tout plus compliqué. Indépendamment du fait que c'est pas agréable de se dire qu'il y a un truc autour alors qu'on parle de l'univers entier. Indépendamment de ça, vous avez une métrique à plus de dimensions alors que vous n'avez besoin que d'une partie et qu'à chaque fois vous allez devoir tout, vous faites le calcul complet et vous le reprojetez après sur votre... Enfin bon, donc non, on ne le fait pas, mais on pourrait, oui. Justement, parce qu'on peut pull back des métriques. C'est magnifique. Bon, alors, avant qu'on fasse la pause, il nous reste quand même un peu de temps, ouf, mais alors j'espérais avoir fait tellement plus que je suis en train de pleurer intérieurement, là, vous vous en rendez pas compte, mais c'est horrible. Je vis un enfer. Ok, donc... Alors effectivement, maintenant on va aller sur un cas particulier très important, c'est le cas où phi est un difféomorphisme de M. Alors l'avantage du difféomorphisme, donc si vous passez de M à N par un difféomorphisme, c'est que si vous n'avez pas un difféomorphisme, vous pouvez pull back des fonctions, pull back des covecteurs, pull back des métriques, mais vous ne pouvez pas pull back des vecteurs. Vous pouvez push forward des vecteurs. Mais évidemment, si vous avez un difféomorphisme, c'est-à-dire si la fonction est inversible, au moins sur son image, a fortiori si c'est vraiment un difféomorphisme, vous pouvez envoyer ce que vous voulez dans un sens ou dans l'autre, puisque vous prenez la fonction inverse. Vous pouvez pull back des vecteurs en pushant forward avec l'application inverse. Et maintenant, le cas particulier, c'est quand vous avez ce difféomorphisme au sein d'une même variété, et donc vous pouvez transformer, vous pouvez déplacer les tenseurs, les vecteurs, en l'occurrence la métrique, d'un point à un autre, enfin globalement sur l'ensemble de la variété. Alors, j'en viens au deuxièmement. Flot d'un champ de vecteurs je rajoute complet, je vais dire en deux mots, je ne m'étendrai pas énormément là-dessus, bien que ce soit important, mais je vais dire en un mot ce que c'est. Alors,
qu'est-ce que c'est que le flot d'un champ de vecteurs? Alors, on en a déjà parlé informellement. Je commence par définir une courbe intégrale d'un champ de vecteurs. Donc vous avez un champ de vecteurs X, donc dans Tm, d'accord, pardon, dans le gamma de Tm, dans un champ de vecteurs, une section du fibré tangent dans le langage qu'on avait introduit il y a des mois. Vous avez un champ de vecteurs donc lisse, bien évidemment. Vous pouvez définir, alors, enfin, qu'est-ce qu'on appelle une courbe intégrale? Courbe intégrale d'un champ de vecteurs. Donc, je dessine un champ de vecteurs. Voilà. En chaque point, vous avez un vecteur, c'est le principe. Eh bien, si vous fixez un point, disons un point de départ, P, vous pouvez trouver, donc, pour tout P dans M, il existe une unique courbe gamma de I dans M, où I est a priori un intervalle de R. Donc il y a lambda donne gamma de lambda dans M, tel que la vitesse de la courbe, donc le vecteur tangent qui représente la vitesse de la courbe en un point de la courbe de paramètre lambda, ce soit précisément, donc ça c'est un certain point P, là où passe la courbe à l'instant P, au paramètre lambda, ce soit précisément le vecteur au point gamma de lambda. Enfin, la valeur du champ de vecteur en ce point-là, c'est-à-dire c'est un certain vecteur. Donc vous avez une seule courbe, une et une seule courbe. Et donc par chaque point, prenez n'importe quel point, il y a un vecteur en ce point-là, et bien vous le suivez, du coup vous êtes un peu plus loin, mais il y a un nouveau vecteur, vous le suivez, et alors ça vous trace. Alors c'est ce qu'on appelle une ligne de champ, actuellement. Hein? C'est une ligne du champ. Je mets des guillemets, ou une ligne de courant, si vous avez affaire à une rivière qui s'écoule, vous avez une ligne de courant, où en chaque point, bah, vous suivez le flot. Alors ça, on va définir le flot du champ de vecteurs. Je mets les guillemets à ligne de champ pour aussi attirer votre attention sur le fait que là, on parle d'une courbe. Une courbe, ce n'est pas juste la ligne tracée sur la variété. C'est la ligne tracée sur la variété avec son paramétrage. Et là, il s'agit de prendre le paramétrage tel que la vitesse soit égale au champ de vecteur. Le vecteur, il vaut ce qu'il vaut. Si vous parcourez avec une vitesse paramétrique 2 fois plus grande, ce n'est pas une courbe intégrale. D'accord ? Il faut qu'en chaque point, le paramètre défile à la vitesse telle que le vecteur vitesse, enfin, au rythme tel que le vecteur vitesse soit égal au champ. Soit égal, au vecteur qui est la valeur du champ en ce point-là. OK ? Alors, pourquoi en existe-t-il une et pourquoi en existe-t-il une unique ? Bon, ça, c'est le théorème habituel, parce que c'est une équation différentielle, vous pouvez toujours l'intégrer. Si vous donnez une condition initiale, c'est-à-dire le point d'où vous partez et
eh ben, le vecteur, il est défini en ce point-là. Donc, vous avez un champ de vecteurs, il est lisse. En chaque point, vous avez une certaine valeur. Vous pouvez, enfin, c'est le théorème d'unicité de la solution des équations différentielles, hein, tout simplement. Donc, voilà. Il existe en chaque point une ligne de champ qui passe, une et une seule. Et voilà ce que c'est qu'une courbe intégrale du champ de vecteurs. Et on dit que ce champ de vecteurs est complet si I égale R, ou si I peut être étendu à R. C'est-à-dire que vous n'avez pas de limite aux paramètres. Il n'y a pas un moment où vous rentrez dans un mur. Alors quand vous avez des singularités sur la variété, justement, il y a des problèmes de complétude. Mais je ne veux pas rentrer, en tout cas pas pour l'instant, quand on verra les trous noirs, j'espère la prochaine fois, enfin rapidement, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps, mais j'en redirai un mot. Je note simplement pour l'instant la définition, et dorénavant, je supposerai qu'on a affaire à des champs de vecteurs complets pour définir ce que je vais faire maintenant. Bien. Alors, deuxième définition. Enfin, ça, c'était une deuxième, si vous voulez. Champ de vecteurs. OK, allez, petit b, champ de vecteurs complet. Il fallait déjà définir ce que c'est qu'une courbe intégrale pour dire ce que c'est qu'un champ de vecteurs complet. OK. C'est-à-dire que vous pouvez toujours continuer, vous pouvez toujours avancer au rythme du paramètre. Petit c, flow. Flow d'un champ de vecteurs. Le flow d'un champ de vecteurs, c'est simplement, en fait, un ensemble d'applications. Enfin, c'est, oui, c'est. Donc, on va noter ça phi x. X pour rappeler que c'est le flow du champ de vecteurs x et lambda qui est une valeur de paramètre. Ça, c'est une application de M dans M. Donc ça va être notre phi de tout à l'heure qui fait passer d'une variété à une autre variété. Là, on va passer de la variété à elle-même. Comment, donc à partir d'un point P, enfin à chaque point P, on associe un nouveau point, défini comment? Défini comme le point de la ligne de la courbe intégrale, de la ligne de courant si vous voulez, mais encore une fois parcouru au paramètre qui fait que la vitesse c'est bien la valeur du champ de vecteurs. Donc ça vous emmène sur le point qui est en aval sur la ligne de courant d'un paramètre lambda. C'est-à-dire, vous prenez là, on n'a qu'une courbe intégrale du champ de vecteur x tel que gamma de 0 égale p. Ah oui, là j'ai dit qu'il n'y en avait qu'une, excusez-moi, il n'y en a qu'une. Si on fixe effectivement la condition initiale, c'est-à-dire si on dit que gamma de 0 vaut quelque chose. Parce que sinon, enfin, vous pouvez décaler les lambdas, vous pouvez faire un reparamétrage, non pas affine, mais juste une translation. Si vous faites lambda plus lambda 0, ça ne va pas changer la vitesse. Donc, il existe une unique courbe telle qu'on est ça, et, il faut que je rajoute, et gamma de 0 égale P. Et c'est précisément cette courbe-là que j'utilise là. D'accord ? Donc, il y a une courbe intégrale de x telle que gamma de 0 égale P, et vous définissez donc phi x lambda de P comme étant gamma de lambda. Ce gamma-là, alors je peux appeler gamma x.
gamma xp, je ne sais pas, enfin, vous voyez, hein, il y a le champ de vecteur qui est là. Chaque point, il y a une unique courbe intégrale qui passe par ce point et qui est sur ce point au paramètre lambda égale 0. Ce flow, cette fonction-là, en fait, le flow, ce n'est pas une fonction, c'est une infinité de fonctions, c'est une famille à un paramètre de fonctions, une pour chaque lambda, et la fonction phi x lambda, c'est celle qui vous pousse tous les points d'un paramètre lambda, d'une valeur de paramètre lambda le long du flux, le long du flow, enfin le long des lignes de courant. Donc vous avez un champ de vecteur, voilà votre champ de vecteur. Ce point-là, vous le poussez du paramètre lambda. Ce point-là, vous le poussez du paramètre lambda. Ce point-là, vous le poussez d'un paramètre lambda. Chaque point, vous circulez, si le paramètre lambda, c'était le temps t, si vous voulez, vous prenez chaque point, enfin, chaque point, vous le mettez là où il sera à l'instant t plus tard. Okay. Donc vous allez le long des lignes de champ, à la vitesse des lignes de champ, c'est-à-dire à la vitesse du paramètre tel que la dérivée, encore une fois, soit égale au vecteur en ce point-là, et vous le poussez de lambda. Donc en fait, vous avez une famille à un paramètre de difféomorphisme, et nous y voilà, sur M. Tout ça, et c'est infini évidemment, puisqu'il n'y a que le champ de vecteur hélice, tout ça est parfaitement, c'est infini. Et pour chaque valeur de lambda, donc vous avez un difféomorphisme, chaque point, il se retrouve là où il sera à un paramètre lambda plus tard. Mais inversement, chaque point, vous pouvez le ramener de l'autre côté. Et en fait, la fonction inverse de phi x lambda, c'est phi x de moins lambda. C'est-à-dire c'est la même courbe intégrale à un paramètre lambda avant, lambda plus petit. Donc vous pouvez couler, enfin la rivière, elle coule dans un sens, mais elle peut couler dans l'autre si vous remontez le temps, si vous voulez. D'accord? Donc vous avez un flow, c'est ce qu'on appelle le flow du champ de vecteurs. Vous avez un champ de vecteurs lisse. Chaque point peut se retrouver, enfin vous pouvez regarder une transformation qui à chaque point associe là où il sera lambda plus tard. Et donc ça vous fait une famille à un paramètre de difféomorphisme inversible. Et avec ça, on va pouvoir push forward, pull back, tout ce qu'on veut. Oui. Le flow, c'est la famille, absolument. Le flow, donc voilà, le flow, c'est ça, exactement. C'est la famille à un paramètre de difféomorphisme défini comme ça. Donc une famille, le paramètre, c'est lambda. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important que le... Enfin, sinon, on peut toujours le faire localement. Mais on va se restreindre à des champs de vecteurs complets. Et sur un espace compact, on peut toujours montrer que c'est forcément complet. L'espace-temps n'est pas compact, mais on peut au moins le faire localement. Mais idéalement, on pourrait étendre toutes les lignes de champ à l'infini. Mais justement, de temps en temps, vous tombez sur une singularité et ça s'arrête. Donc il y a des subtilités. Je ne rentre pas du tout là-dedans pour l'instant. En tout cas, vous comprenez l'idée. Localement, c'est clair qu'on peut le faire. Mais pour la définition que je vais donner maintenant de la symétrie, c'est important que ça puisse être pour tout lambda dans R. Oui? Quand vous dites que c'est une famille à un paramètre de difféomorphisme, est-ce que ça veut dire que si je prends un lambda, j'ai tel difféomorphisme, si je prends un autre lambda, j'ai un autre difféomorphisme? Oui. C'est ça? Oui. Et ça me... merci pour la remarque parce que j'avais oublié de vous le dire. Et on a une structure de groupe là-dedans. À l'évidence, par la définition même, à l'évidence, on a phi x lambda 1 rond phi x lambda 2 qui vaut phi x lambda 1 plus lambda 2. D'accord? Vous prenez les points, vous laissez le flot s'écouler pendant lambda 1, puis après vous repartez de là, vous le laissez s'écouler pendant lambda 2. Bah, c'est comme si vous aviez fait de lambda 1 plus lambda 2, puisque le paramètre, encore une fois, la courbe,
elle a son rythme qui est fixé par le champ de vecteurs. Donc le paramètre, il s'écoule au rythme où il s'écoule. Enfin, si vous voulez, les points se déplacent au rythme du paramètre, et ce qu'il est. Donc vous avez cette action de groupe qui est sous-jacente. Ça, c'est important. Et du coup, évidemment, c'est commutatif parce que lambda 1 plus lambda 2 égale lambda 2 plus lambda 1. Vous écoulez un peu, puis plus, ou bien plus, puis un peu. C'est pareil. Vous suivez, de toute façon, vous suivez la ligne de champ. Vous voyez, c'est très puissant, enfin, en même temps, c'est complètement naturel. Vous avez un champ de vecteurs lisse. Le point clé, c'est que vous pouvez toujours intégrer ce champ de vecteurs, c'est-à-dire trouver cette courbe intégrale, partez d'un point, et ok, ben, voilà ma ligne de champ, et vous pouvez vous parcourir cette ligne de champ. Alors, ce qui est fabuleux maintenant, c'est que grâce à cette famille, grâce à ce flow, à cette famille à un paramètre de difféomorphisme, vous pouvez faire se balader les points, mais vous pouvez faire se balader les vecteurs le long du flow. Prenez un vecteur, comme je l'ai dit juste avant, le vecteur push forward, enfin, le push forward de la tangente à une courbe, c'est la tangente à la courbe push forward. Et donc vous pouvez vous balader sur le long du flow, emmener les vecteurs, ramener les formes linéaires, mais vous pouvez aussi emmener les formes linéaires puisque c'est un difféomorphisme, c'est inversible en l'occurrence. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez dans tous les sens. Donc ce flow, vous sentez que c'est vraiment quelque chose de très important. Quand vous avez un champ de vecteurs, vous avez un flow associé à ce champ de vecteurs. Et si le champ de vecteurs est complet, le flow n'a pas de limite. Ça coule depuis l'infini et ça coulera jusqu'à l'infini. C'est quelque chose d'intéressant. Alors éventuellement, le flow, il peut reboucler sur lui-même. Hein. Si vous êtes sur une sphère, vous tournez comme ça, vous pouvez... Ok, mais n'empêche, c'est pas interdit qu'on repasse sur le même point. Mais on peut pas faire ça par contre. Parce que le champ de vecteur, il vaut ce qu'il vaut en ce point-là. S'il vaut comme ça, il ne vaut pas comme ça. D'accord. Enfin, bon, bref. Donc il y a des restrictions, mais voilà. Oui. Vous avez dit que ça a une structure de groupe avec notamment la relation Ouais. en dessous qui fait penser à un groupe. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que le flow, ça va être lié à la symétrie? Oui. Enfin, j'y viens tout de suite. Okay. Oui. C'est-à-dire qu'on va avoir des groupes de symétrie, en fait des algèbres, des sous-algèbres de Lie, j'y viens tout de suite. Oui, parce que, donc j'ai dit qu'il y a une structure de groupe, évidemment on a ça, évidemment il y a un élément neutre, c'est phi x 0, c'est-à-dire vous prenez la courbe intégrale et vous allez au paramètre 0 plus loin, vous allez au même paramètre et donc ça vous donne le même point. Enfin tout ça est évident, et comme je le disais, phi de moins lambda, c'est lié là-dessus. Donc on a effectivement ce groupe. Alors, troisièmement, il va falloir qu'on fasse la pause. Oh là là, oui, on va faire la pause. Juste, je pose la définition. Isométrie. Comment j'ai appelé ça? Oui, isométrie sur une variété métrique. Et champ de Killing. Alors, on va commencer par une définition globale. Je dis globale en un sens qui n'est pas clair pour l'instant, mais qui s'opposera à une définition locale. Je devrais mettre entre guillemets d'ailleurs, parce que bon, c'est juste deux définitions équivalentes, mais qui sont évidemment équivalentes. Donc, soit une variété métrique, donc M, O, A, G, donc il y a une métrique, d'accord ? Et soit un champ X sur la variété, donc un champ lisse, donc complet, je suppose,
S'il l'est pas, on peut faire des choses localement quand même, mais bon. Encore une fois, je ne rentre pas dans trop de subtilité ici. Voilà. Donc ça fournit, comme on vient de le voir, un flow phi x lambda. Eh bien, on dit que le champ X génère une symétrie ou que le flow, une isométrie ou que le flow est une isométrie si, quel que soit lambda, le tiré en arrière de la métrique, c'est la métrique. C'est-à-dire, quel que soit lambda, donc ça peut être aussi le push en avant. Normalement, on tire en arrière les métriques, mais vous pouvez la pousser en avant avec le diffeomorphisme inverse. Donc, vous avez la métrique, vous la ramenez le long du flot, ou vous la poussez le long du flot, et c'est la même métrique. Ça veut dire quoi, c'est la même métrique? C'est-à-dire que, encore une fois, hein, ça, là, ça veut dire que... donc, ça, si vous écrivez phi étoile g de x, y, c'est g de phi étoile x, phi étoile y, poussé en avant. Alors, sauf que ce phi, là, c'est phi de x lambda, maintenant. Quel que soit lambda. Pardon, c'est pas le même x que ça. Je vais mettre ici yz. X, c'est votre flow, d'accord. Et vous pouvez prendre les vecteurs. Alors, les vecteurs, ça, ces vecteurs, c'est quel que soit yz. Hein, c'est pas nécessairement les vecteurs tangents à une courbe quelconque. Hein, on peut toujours trouver une courbe auquel ils sont tangents, mais c'est pas lié au flow. Le flow, c'est ça. Le flow, c'est ce qui fait le difféomorphisme. Et donc, autrement dit, ça veut dire que votre flow, il conserve les angles et les longueurs des vecteurs, en fait. Hein, parce que la métrique est la même. Vous la poussez, c'est la même. C'est-à-dire que vous faites le produit scalaire ici ou ailleurs, c'est pareil. Donc, vous avez effectivement cette symétrie. Enfin, on dit qu'on a une isométrie parce que... G, c'est ça qui, justement, qui mesure les longueurs et les angles. Hein. Donc, on dit qu'on a une isométrie si, quand vous déplacez le long du flot, la métrique reste la même. Vous pouvez la ramener un petit peu, la ramener de beaucoup, quel que soit lambda. Vous avez, et c'est pour ça que c'est une famille à un paramètre, donc vous avez cette famille d'isométrie. Mais, oui, voilà. Si on a ça. Je pense que c'est naturel. C'est naturel pour tout le monde, cette définition. Et donc, la définition d'un champ de Killing, c'est... Je donne juste la définition vite fait. Un champ de vecteurs tel que ça, c'est-à-dire tel que le long de son flot, la métrique ne change pas, est appelé champ de Killing. Oui? On a défini le flow en un point? Oui, c'est le flow de... Non. On a défini le flow en tous les points, en fait. Phi x lambda de P, quel que soit P, c'est le point de la courbe intégrale du champ P, du champ X, pardon, passant par P au paramètre lambda égale 0. C'est le point de la courbe machin au paramètre lambda. OK? Donc, chaque point peut se trouver ailleurs le long du flot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça?
Ben, ça, alors, attention, il y a l'étoile là. Ça, c'est le tiré en arrière de G. Pour chaque lambda, ça, c'est une application. C'est un difféomorphisme. Donc, vous pouvez ramener la métrique par cette application. On a vu juste avant, la définition du pullback d'une métrique, c'est que la métrique pullback appliquée à deux vecteurs, c'est la métrique appliquée au push forward des deux vecteurs. Donc ça, c'est bien défini, c'est défini exactement comme ça. Enfin, oui, et donc ça veut dire que ça, c'est égal à G de YZ. Ah, c'est peut-être ça que vous vous demandiez? Non. J'ai l'impression de ne pas avoir répondu à votre question. Non? Ce qui vous pose problème, c'est la définition du pullback de la métrique? Oui, oui, oui. Ah, ok. Si vous voulez poser en anglais, c'est... Non? Ça aidera. Ok. Vous pouvez... On va voir ça à la pause. De toute façon, on va faire une pause quasiment là maintenant. Juste pour introduire... Oui, si... dans ce cas, on dit que X est un champ de Killing. C'est son nom, c'est bizarre de s'appeler comme ça, mais c'est comme ça. Après tout, pourquoi pas? Voilà, c'est un champ de Killing. Un champ de Killing, c'est un champ tel que son flow génère une isométrie, enfin une famille du coup, mais enfin, le flow est une famille de difféomorphismes. Voilà, donc ça c'est la formulation, si vous voulez, globale. Donc c'est très clair. Hein, vous déplacez la métrique le long du flow, ça ne change pas la métrique. C'est ça une symétrie de la métrique, donc une isométrie. Et vous avez une définition locale qui s'ensuit, enfin locale, une traduction locale, parce que ça c'est très bien, conceptuellement c'est très clair, mais comment vous vérifiez que ceci est vrai? Il faut le faire pour tous les vecteurs, faire le push forward, c'est très difficile à vérifier ça. Mais en fait on peut traduire ça localement par une équation différentielle vérifiée par les composantes de la métrique dans une carte. Là, j'ai fait appel à aucune carte ici, bien sûr. Si vous voulez donc vérifier avec une métrique qui vous est donnée dans une carte que c'est une isométrie, par exemple, vous allez pouvoir avoir une définition locale qui est faite en termes de dérivée de Lie, mais je crois que je vais faire une pause maintenant, sinon... Alors par contre, on a beaucoup de retard. Donc on va faire une très petite pause de 3 minutes et demie. Et on reprend avec la dérivée de Lie, qui est un concept magnifique, une merveille, parce que c'est défini sur n'importe quelle variété différentielle. On en a dit un mot. Juste pour la définition de la couleur, On a présenté le crochet de Lie. Et j'ai dit que c'était une dérivée de Lie des champs de vecteurs, mais en un sens que je n'ai pas du tout précisé. Ah.